de Monsieur R. C'est ça qui vous attend le jour J. Hein. Monsieur R, il va arriver exactement comme ça. Donc on évalue en paquets années et là il est à 105 paquets années. C'est tout? Oh là 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 là. Je voulais détailler un petit peu, mais le tabagisme, c'est pas suffisant les paquets années. Si vous n'avez pas mis les paquets années, vous n'avez pas de points. C'est normal. On ne peut pas mettre des points à quelqu'un en D4 qui ne peut pas quantifier un paquet années. Mais par contre, là, on vous a écrit là, que l'intoxication était importante et que vous le connaissez de par la consultation de tabacologie. Donc, vous allez marquer quand même que le tabagiste, vous recherchez à savoir s'il est actif ou passif, s'il est sevré ou pas sevré. Vous allez chercher à savoir quand est-ce qu'il a commencé à fumer. Toute l'histoire de c'est une maladie, le tabac, un petit peu. Depuis quand il a commencé à fumer, quand est-ce qu'il a arrêté, quand est-ce qu'il a diminué, augmenté, est-ce qu'il a bien réussi à arrêter de fumer pendant un moment, combien de temps il a réussi à arrêter de fumer. Quels moyens ont marché, quels moyens ont échoué. C'est important de demander tout ça. Et vous allez demander aussi le motif de rechute. Pourquoi est-ce qu'il a repris le tabac? C'est important pour pouvoir essayer de le faire arrêter. Il faut quand même lui demander. Vous allez demander ce qu'il fume exactement. Ce ne sera pas tout à fait pareil d'essayer de lui faire arrêter sa chic ou lui faire arrêter ses gaulois, ce que vous voulez. Enfin, il faut quand même savoir exactement quelle est la consommation tabagique réellement. Et ce que vous apprenez, que vous auriez pu marquer au minimum ici, c'est savoir si vraiment, vous pensez que oui, mais si vraiment la dépendance est très forte, et ça vous l'évaluez facilement avec deux petites questions, qui font partie du test de Fagerström, vous marquez, le test de Fagerström, c'est vous fumez combien par jour exactement, vous avez la réponse, et puis surtout, quand est-ce que vous fumez votre première cigarette le matin? Parce qu'on est obligé de dormir dans la nuit, hein, c'est obligé normalement, ou dans le jour, et a priori, pendant qu'on dort, on n'arrive pas à fumer, et même si elle a fumé dans la pièce, et du coup, on n'arrive pas à se procurer la dose de nicotine qu'on souhaite. Bon, il y en a qui fument avec leur patch, hein, et donc du coup, il faut savoir combien de temps après le réveil on fume. C'est le marqueur du sevrage à nicotine et donc de la dépendance. Vous voyez un petit peu le sens de la question. Et donc du coup, la question 2, le diagnostic pour l'épisode actuel. Exacerbation de BPCO. Ok. Je trouve ça beaucoup plus chic de mettre exacerbation de BPCO. Je vais t'épargner la justification. Il y avait 0 à la question si vous n'avez pas marqué exacerbation ou décompensation. Il faut l'écrire ça, que la maladie chronique, vous avez bien diagnostiqué, qu'elle est décompensée. Attention à ne pas aboutir abusivement à une classification de sévérité, enfin sur le stade de la maladie, à partir d'un état de décompensation. Parce que la maladie décompensée, c'est forcément plus grave, normalement, que la maladie habituelle. Donc on peut stadifier, classifier une maladie à partir du moment où elle n'est pas décompensée, vous voyez. Donc là, on ne pourrait pas trop dire, on peut dire BPCO probablement post-tabagique, évidemment, mais par contre, on ne peut pas vraiment dire la sévérité, là, si on faisait des examens actuellement là. Donc c'est une précaution à prendre. Tu peux même répondre aux causes, alors, les causes qui sont plus souvent à l'origine. Surinfection bronchique, pneumopathie, arrêt de traitement, embolie pulmonaire. Alors, première chose qu'il faut marquer, c'est la plus fréquente, ça va être les histoires infectieuses. Si vous n'avez pas marqué infection dans ces causes-là, vous ne pouvez pas avoir de points, c'est 0 la question. Chaque fois ils viennent, ils ont une surinfection quelque part. Ou alors on imagine que c'est dans les suites d'une infection, je ne sais pas quoi, parce que parfois on ne trouve pas la cause et on dit que, bon, pour ne pas dire qu'on n'a pas trouvé, parfois on dit que c'est probablement post-infectieux. Lorsque vraiment on ne trouve pas la cause, il y en a qui se sont amusés à faire des angioscanners à tous les malades qui avaient une décompensation de BPCO sans cause vraiment retrouvée, mais il y en a 1 sur 4, 25% qui avaient une embolie pulmonaire. Ça veut dire segmentaire ou plus proximal. Donc finalement, il faut y penser aussi à la pathologie thromboembolique, c'est souvent associé. Parfois, on ne le trouve pas, on ne le cherche pas forcément. Il ne faut pas non plus chercher par excès, mais voilà. À toutes les autres causes, vous devez les connaître. Je vous les ai listées. Faites attention à toutes les décompensations d'autres organes qui ont une implication sur le poumon. À peu près tout n'importe quoi pourrait être responsable, hein. Même l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les histoires en magnésium, l'anémie, tout ça, tout pourrait avoir, donc la chirurgie, tous les épiphénomènes, etc., pourraient avoir un impact sur la BPCO, d'autant plus que la maladie de base, la maladie chronique est sévère, il ne suffit de pas grand-chose pour décompenser, donc pensez-y là. Les caractéristiques de l'expectoration, ça c'est typiquement la question 4, une question méthodologique. Vous n'êtes pas habitué à avoir ce genre de questions. Comment vous voulez trouver les mots-clés, vous n'êtes pas habitué à avoir ça. Et ça arrive le jour de l'ENC. Et pour ça, il faut avoir un plan. Comment je vais répondre à ça? C'est comme pour l'évaluation de l'intoxication tabagique. Comment on répond aux caractéristiques d'un crachat? Alors à quoi Parce que là, j'imagine que ce n'est pas dans ta fiche de cours. Comment est-ce que tu as répondu à ça? Enfin, comment tu aurais pu répondre à ça? Moi, j'ai juste parlé de l'importance et de la purulence. L'augmentation de l'importance et l'augmentation de la purulence. D'accord. Ok, imagine que ce soit une maladie de cracher. Donc tu pourrais très bien lui demander, pour les caractéristiques, si c'est chronique ou aigu, bon, évidemment, la chronicité, donc depuis quand,
sur la durée. Particulièrement, donc là, ça pourrait te permettre de faire ton diagnostic de certitude pour la bronchite chronique. Tu pourrais aussi imaginer lui demander s'il crache beaucoup et si récemment il crache plus. Tu as pensé à parler de la modification de la texture. Habituellement, il crache quelle couleur? Et puis là, finalement, c'est comment maintenant? Donc la couleur habituelle et puis éventuellement les modifications récentes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer cracher? Il peut cracher plein de choses. Ça se trouve, il a craché du sang. Est-ce que le sang était rouge, était noir? Ça aussi, tu peux lui demander. Est-ce que par hasard, il a craché du pu? Ça pourrait arriver. Je ne sais pas si vous savez, enfin, c'est plus rare de cracher du pu quand même. Si c'est authentiquement du pu, à ce moment-là, ça s'appelle comment? Je ne sais pas si vous savez. Une vomique. Ça, c'est sur de la nécrose évacuée par les voies respiratoires naturelles. Une fistulisation physiologique, en fait. Et ce qu'on pourrait lui demander aussi, finalement, sur le traitement de la toux et des crachats? Ah, tu veux pas m'aider, hein. On pourrait lui demander aussi si par hasard la kiné marche bien sur le drainage bronchique. Tu vois, pas comme moi. Pourtant, je fume pas. Hein. Voilà, ça c'est vraiment typiquement méthodologique. Là, vous n'allez pas chercher les points, etc. Mais vous trouverez les points, et il y a beaucoup de questions à l'ENC où vous serez comme ça. Tu veux pas répondre? Il faut avant tout réfléchir, construire un plan, et à partir de là, remplir les cases avec vos connaissances. Avec ça, ça marche. Et si vous n'avez pas les points, c'est souvent que vous n'avez pas pensé à faire un plan correct, parce que les connaissances, il n'y a rien de neuf. Hein. Normalement, vous connaissez tout, il n'y a pas grand-chose. Ou si vous ne connaissez pas, a priori, c'est que c'est hors programme, globalement. Alors, la fibroscopie bronchique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi j'ai mis qu'il fallait la recommander à Monsieur R devant les multiples facteurs de risque. Le fait qu'il soit un homme, il a 59 ans, il fume avec de nombreux paquets années et donc il a un risque de cancer pulmonaire qu'il faut rechercher, mais pas dans l'immédiat à distance de l'épisode aigu. Redis-moi la fin, j'ai pas entendu la fin. À partir d'où? La dernière phrase, j'ai dit qu'il fallait lui proposer, mais à distance de l'épisode aigu. Ok. Vous avez répondu à la question tous? Vous avez mis oui ou non? C'est bête, hein? Et parfois, ça peut coller zéro. Hein. On vous demande faut-il? Réponse oui ou non. Il faut plutôt, il faut peut-être, on ne sait pas, discuter. Là, il faut choisir. Hein. Donc, il faut répondre oui ou non. Là, il fallait répondre oui. Et pourquoi? Souvent, si vous avez vu, c'est pas systématique ces examens. Le scanner, c'est pas toujours le cas. Chez BPCO, on fait pas toujours un scanner, on fait pas toujours une fibro, tout ça. Mais là, en l'occurrence, si on fait une pneumopathie, qu'on a plus de 50 ans, qu'on est tabagique, il faut être sûr que la pneumopathie ne révèle pas, ne soit pas le symptôme de quoi? Un cancer. Parce que là, ça bouche la bronche, donc ça surinfecte plus facilement en aval. Donc il faut vérifier l'absence d'obstruction ou d'obstacle endoluminal par une fibroscopie. D'autant plus que le terrain est probablement celui d'une BPCO post-tabagique. Voilà, bon, il n'y avait pas beaucoup de points là-dessus. Du coup, tu peux répondre aux questions du bilan paraclinique. Donc, je lui fais un bilan biologique avec NFS, plaquettes, CRP, un ionogramme sanguin, glycémie, urécréate, bilan hépatique. Je ne savais pas s'il avait de la fièvre, mais je lui ai fait des hémocultures au cas où. Et radio de thorax, gaz du sang, ECG et un scanner thoracique. Ok. Je ne vais pas vous détailler la totalité, puisque vous l'avez dans le corrigé aussi. Qu'est-ce qui est important? Pensez-y, vous avez un BPCO, premier examen, une biologie. Vous avez besoin d'un gaz, gazométrie, voilà, pensez-y, hein, vous l'avez tout de suite à la consultation, etc. Donc il faut y penser. Gaz du sang, c'est chose importante. Hein. Imaginez-vous bien le malade, bien la spécialité et les attentes qui vont avec, le gaz du sang. Là où il va falloir creuser plus, là, c'est le bilan infectieux. Là, il faut faire une rubrique bilan infectieux. Parce que là, vous n'avez pas juste cherché comme ça au petit hasard les hémocultures si fièvre, si tu l'as dit, la recherche d'infection urinaire, si tu l'as dit, enfin, effectivement, aussi, il y a un point d'appel. Mais par contre, il faut chercher, et souvent on trouve, la mycobactérie, typique ou atypique. Cherchez-la. L'atteinte fongique. Vous faites des examens des crachats. L'infection fongique, souvent on a tendance à faire ça quand il y a des décompensations itératives, on ne trouve pas de cause parce qu'on peut-être on ne cherche pas. Petite sérologie aspergillaire, ah bah effectivement on a plein d'arcs, c'est très positif, ah bah peut-être qu'il y a une cause et que ça va correspondre avec ce qu'on va trouver dans les crachats. Pensez aussi à quels autres types de foyers infectieux, je vais vous aider un petit peu. Commun avec l'intoxication alcoolo-tabagique, ORL, stomatologique, encore plus volontiers stomatologique. Hein. Stomato, hein. Ils ont les dents pourries, hein. Vous leur faites ouvrir la bouche, vous évanouissez. Hein. C'est la réalité. Si vous les examinez, vous devez bien voir. Donc il faut aller faire une panoramique dentaire et puis aller enlever la bouche. Hein. Bah, c'est ça, hein. C'est comme ça que ça se traite. Hein. Donc c'est vrai en plus. Donc vous revenez, c'est hallucinant, toutes les dents qu'il faut. C'est marrant. Hein. Sur le bilan fonctionnel, souvent on oublie un examen important que je vous ai marqué parmi les autres, mais pensez-y vous, faites-les marcher aux malades. Souvent vous le faites le test de marche. Ça vous prend pas tant de temps que ça, c'est marrant, quoi. Ça vous permet d'éviter de suivre un peu la visite, mais
Ça fait 6 minutes. Vous faites le test de marche de 6 minutes, c'est pas mal pour le suivi, ça, et sur le plan fonctionnel. On y pense souvent, et il faut y penser souvent au registre de l'atteinte interstitielle. Pensez-y aussi au registre de l'atteinte bronchique obstructive, dès lors qu'on est un peu dans la maladie chronique un peu évoluée. Ça me fait une petite parenthèse sur la classification. Souvent, on pose des problèmes pour la classification pour la BPCO. Rappelez-vous de la bronchite chronique au stade 0 et de la BPCO du stade 1 à 3, avec potentiellement de choisir le BPCO un peu plus sévère au stade 2 quand il y a un VMS un peu plus bas, quand on est en dessous de 50%. Regardez cette classification-là, il y a toute l'association LAGOD, la Global Initiative pour le Lung Obstructive Disease, pour la BPCO. C'est une classification qui est bien faite et sur la base de laquelle a été faite la conférence de consensus récente de 2006 pour les infections bronchopulmonaires. Donc forcément, il vaut mieux garder celle-là à l'esprit puisque c'est de celle-là que découle le traitement du BPCO qui fait une pneumopathie. Donc pensez-y. Si le malade était gros, c'est un délit de présentation, entre guillemets, mais qu'est-ce que tu proposerais plus comme examen en plus de ça? But de dépistage. Comme ça, tu te dis, on ne sait jamais. Oui, souvent les apnées du sommeil, c'est très associé au BPCO. Donc, c'est pas forcément que chez les gros, mais majoritairement. Mais pensez-y, parce que souvent on n'y pense pas. Et puis évidemment, si c'est un point clinique d'appel, je dors tout le temps, toute la journée. Bah, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Mais pense-y. Et à ce moment-là, l'oxymétrie nocturne, c'est facile. Tu dors toute la nuit avec un saturomètre qui marque à combien t'es. C'est facile. C'est beaucoup plus facile que la pétismographie. Mais ça, la polysomnographie, pardon. Et ça, tu le feras si jamais tu as une anomalie à l'oxymétrie nocturne. Sur la prise en charge thérapeutique. Donc, j'ai dit qu'il fallait hospitaliser le patient, lui mettre une voie veineuse périphérique, un scope, de l'oxygénothérapie pour avoir une saturation entre 88 et 92%, faire des aérosols de bêta-2 mimétique et d'anticholinergique, éventuellement lui donner des corticoïdes par voie systémique, traiter le facteur déclenchant, donc mettre en route une antibiothérapie. Donc là, il était allergique à l'amoxicilline, je crois, donc je sais pas. Faire une prévention du délirium tremens, donc hydratation, vitaminothérapie, Valium, arrêter le tabac, le surveiller et avoir une kiné respiratoire, éducation c'est bien du ça. patient. Tu aurais même le mettre plus tôt dans le... Ouais. D'autant plus qu'il a l'air productif, qu'on donne des questions sur l'expectoration. Il faut même le mettre plus tôt qu'à la fin avec les petites mesures annexes. Donc ça, c'est important. Finalement, l'exacerbation avec les critères, elle n'est pas considérée comme très sévère, on va dire, si elle reste modérée. Donc on pourrait imaginer le traiter en ambulatoire et de le surveiller. Ce n'est pas du tout une faute, là au contraire, de le traiter en ambulatoire. Vous pensez toujours, c'est basique, d'arrêter l'alcool et le tabac. Mais marqué arrêt de l'alcool et du tabac. On vous annonce quand même une consommation importante. Qu'est-ce que vous faites pour prévenir les complications de... Vous imaginez qu'il va arrêter de fumer et de boire, comme ça? Oui, bien sûr, j'y pensais pas, j'arrête. Vous prévenez les complications du sevrage, qu'est-ce que vous allez prescrire? Hydratation, pourquoi pas? Il n'arrive pas globalement en grande surcharge. Que d'autres? Les vitamines? Et que d'autres? Eh ben non. Eh ben non. Si vous lancez avec une prescription massive de benzo, alors là, vous payez le zéro à la question. Attention à vous méfier aussi des réflexes que vous avez assez volontiers, et surtout avec la fatigue. Vous écrivez prévention machin, supplémentation avec les corticoïdes, la calcium, vitamine D, hop. Et ça peut arriver, ça, de riper dans la sarcoïdose, de mettre du calcium, parce que vous avez mis les corticoïdes et vous n'avez pas fait attention. Et là, c'est pareil, vous ne faites pas attention, vous mettez une grosse dose de benzo pour prévenir le sevrage. En tout cas, vous mettez sur le papier, et puis en fait, vous prenez le zéro. Donc méfiez-vous de ça. Donc, rien. Vous hydratez, mettez les vitamines, et si jamais il y a des symptômes de sevrage, là, à ce moment-là, on discutera de faire quelque chose. Ouais, souvent c'est ça. Ça, c'est quand le plus souvent, c'est quand tu le surveilles qu'il est à l'hôpital. Généralement, tu peux toujours courir que s'il y a des symptômes de sevrage, t'inquiète pas, il prendra autre chose que les benzos pour éviter de se sentir mal. Souvent, c'est ça en pratique. Donc là, vous traitez l'exacerbation. C'est la première chose. Comment vous traitez l'exacerbation? Il faut lui faire faire de la kiné. S'il n'en faisait pas, il faut lui en faire faire. Donc vous faites faire la kiné. Vous méfiez de l'oxygène. Écoutez bien, c'est important. Ça, c'est des questions très importantes. Ça, c'est vraiment le jour J. Ça tombe. Et c'est pas compliqué. Donc sachez-le. Donc la kiné, l'oxygène. Méfiez-vous de l'oxygène de ne pas en mettre trop. On traite avec des corticoïdes, méfiez-vous des corticoïdes. C'est pas à chaque fois qu'il va pas bien qu'on met des corticoïdes là aussi. Parce que les corticoïdes, à force, il n'y a plus de muscles. Donc méfiez-vous des corticoïdes et des effets secondaires. D'avoir une cure de corticoïdes tous les mois, au final, c'est souvent ce qui arrive. Ça rend pas service aux malades. Donc méfiez-vous qu'il soit sévère au point de nécessiter des corticoïdes, parce qu'il y a une part inflammatoire dans la BPCO. Enfin, elle n'est pas toujours majeure, elle n'est pas toujours au premier plan, et l'impact des corticoïdes n'est pas toujours, l'implication n'est pas toujours énorme. Et donc du coup, les inconvénients, ils sont souvent pas bien mesurés. C'est pas
anodin de donner des corticoïdes. Souvent, si c'est retenu, c'est à la dose de 0,5 mg/kg. C'est pas comme dans l'asthme. L'asthme, lorsqu'on a eu un cure péros d'une crise qui n'est pas très sévère, c'est de l'ordre du milligramme-kilo. Si vous étiez obligé de l'injecter au domicile, etc., vous pouvez montrer jusqu'à 2 mg/kg sans problème. Là, cette fois en injection. Les aérosols, vous précisez là. Les aérosols, vous précisez que vous ne faites pas les aérosols. Pour faire des aérosols, il faut du liquide. Et pour que ça nébulise, il faut un débit de fluide gazeux. Et donc, il faut un minimum de débit de fluide gazeux. Vous ne pouvez pas faire ça avec 1 litre d'oxygène ou 2 litres d'oxygène. Ça ne va pas nébuliser. Ça va faire 2-3 petites bulles et c'est tout. Donc il faut au moins 6 litres pour faire nébuliser un aérosol si on a déjà posé. Donc si vous mettez 6 litres d'oxygène et que vous partez, vous oubliez le malade, vous faites l'inverse de ce que vous vouliez faire, de ce que vous avez écrit. Donc précisez que les aérosols, et ça c'est pas marqué dans la correction, et il faut que vous le précisiez vous, que vous faites les aérosols sous air. C'est pas anodin parce que souvent dans les salles d'hospitalisation, il n'y a pas de prise d'air, que des prises d'oxygène. Ça peut être un peu ennuyant. Il faut l'écrire. Aérosol thérapie sous air. Et vous connaissez la posologie, c'est toujours un peu pareil. Bricanyl, à peu près le bronchodilatateur d'action rapide, il y a des dosettes de 5 ou 10 mg. Vous pouvez mettre très bien du 5 mg un peu plus fréquemment que du 10 parce que c'est assez tachycardisant, c'est pas toujours très facile à supporter. Et vous alternez avec les aérosols d'Atrovan. Il y a quand même un bénéfice à avoir avec l'Atrovan. Donc vous prescrivez l'ipratropium. C'est des ampoules de 0,5 mg d'Atrovan. Donc vous avez 5, 0,5. Vous retenez facilement, Bricanyl 5, Atrovan 0,5. Vous les faites l'un après l'autre, ou alors vous en faites, si le malade n'a pas peur de ne pas trop dormir, de toute façon habituellement il ne dort pas trop, vous alternez 6 pour l'un, 6 pour l'autre, décalé de 3 heures, globalement. Ça en fait un toutes les 3 heures, c'est pas trop mal. Vous traitez l'exacerbation, et vous traitez la cause de l'exacerbation, donc le facteur de décompensation aiguë, vous devez l'écrire ça, traitement du facteur de décompensation. En l'occurrence, il faut le chercher, ça veut dire que vous l'avez cherché. Donc ça, écrivez-le bien. Là, on n'a pas encore d'argument assez fort pour mettre des antibiotiques. C'est comme les corticoïdes, c'est pas systématique. Il faut quand même avoir des vrais arguments pour mettre des antibiotiques. Si à chaque fois on met des antibiotiques à quelqu'un qui est un peu plus gêné pour sa BPCO, pareil, on va aboutir au problème qu'il y a dans la dilatation des bronches, parce que là, il y a vraiment des surinfections plus fréquentes. C'est qu'à force de mettre des antibiotiques, on va avoir des sélections de germes chez le patient et du coup, ça ne va plus marcher. Donc méfiez-vous de ne pas en mettre tout le temps. Et sur le traitement, après les préventions de décompensation de tare, il n'y a que ça des tares chez lui apparemment, méfiez-vous des benzo surtout, ça c'est important. Et en plus de tout ça, vous n'oubliez pas la rubrique traitement de fond. Traitement de la crise, traitement de fond, et surtout traitement du facteur déclenchant. Chez les patients comme ça, vous n'oubliez pas le traitement préventif de ce qui pourrait se passer, et donc les mesures associées qui sont la vaccination, au niveau social, tout ça aussi, il faut y penser. Écrivez-le quelque part, vous avez appris toujours le soutien psychologique, le 100%, cherchez où vous pouvez le mettre et mettez-le partout, ça ne peut pas vous faire perdre de points. Le scanner thoracique, je vais vous épargner cette question-là, c'est une question essentiellement méthodologique. Comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions-là? Les intérêts d'un scanner thoracique dans ce cas. Il faut savoir comment vous enregistrez un scanner. Qu'est-ce que vous allez voir sur le scanner? Vous allez avoir une planche avec des coupes parenchymateuses. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de voir? Vous détaillez tout ce que vous pourriez voir sur les coupes parenchymateuses. Cherchez essentiellement les complications de la BPCO, notamment l'emphysème centrolobulaire et la topographie plutôt apicale. Donc ça, vous pouvez le marquer. Vous cherchez les anomalies alvéolaires, les foyers infectieux potentiels. Donc tout ce que vous pouvez trouver sur le plan parenchymateux, vous le détaillez là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme fenêtre? On a la fenêtre médiastinale. Vous mettez la fenêtre médiastinale, qu'est-ce qu'on peut observer? Surtout le médiastin. Donc vous recherchez toutes les anomalies, donc notamment liées aux ganglions. Qu'est-ce qu'on voit très bien aussi sur la fenêtre médiastinale par rapport au poumon? On voit pas bien quand tout est blanc autour du parenchyme pulmonaire. La plèvre, c'est important, et notamment ce qu'il y a dans la plèvre. Et éventuellement, c'est pas pareil ce qu'il y a dans la cavité pleurale qui est normalement habituelle, et l'état du feuillet pleural. Donc l'épaississement de la plèvre éventuelle, les anomalies pleurales et les présences éventuelles d'un épanchement. Ça aussi, il faut le marquer, ça peut compter. Votre scanner, vous pouvez très bien le faire comme ça, sans injection. Vous pouvez aussi l'injecter. À ce moment-là, avec le produit de contraste, qu'est-ce que vous escomptez, qu'est-ce que vous pensez voir? Et bien, éventuellement, de la prise de contraste d'une éventuelle masse parenchymateuse ou la prise de contraste d'une éventuelle masse médiastinale ou ganglion médiastinal, par exemple. Qu'est-ce que vous faites aussi au scanner? Maintenant, c'est fait tout le temps, mais vous pouvez quand même le détailler. Pour imaginer de faire des coupes fines. Maintenant, tout le temps, les scanners sont de plus en plus puissants. Maintenant, ça devient presque irréel de demander des coupes fines. Coupes fines, c'est important à préciser quand vous voulez une analyse du parenchyme, donc notamment de la pathologie interstitielle. Souvent, traditionnellement, c'est marqué « demander une planche de coupe fine ». Maintenant, ça va faire rire le radiologue parce qu'il va dire « écoute, moi j'ai 400 000 barrettes sur mon scanner, donc si tu veux que je fasse plus fin, voilà ». Mais pensez-y, pour l'internat, c'est important. Surtout parce qu'avec la BPCO, on peut avoir des foyers de bronchectasie. Donc cherchez des petits foyers de dilatation des bronches associés, ça peut vous rendre service. Et le thorax finalement descend toujours un petit peu bas, pensez à aller voir l'état des surrénales et l'état de l'eau du foie, pourquoi pas, pensez à tout. Le traitement de fond, je vous le fais aussi. Vraiment, je pense que si avec ça, c'est pas rentré pour les traitements et pour ce qui revient au même que pour les investigations, c'est les facteurs déclenchants,
Le traitement de fond avec les corticoïdes inhalés, le plus souvent, les doses ne sont pas des doses énormes de corticoïdes inhalés chez le BPCO. Ce n'est pas certain qu'il en faille, les gens ne sont pas encore tous convaincus. Il y en a qui montrent encore que ça ne sert à rien, il y en a qui montrent qu'on a plus de dégâts que sans. Retenez qu'en tout cas chez le BPCO sévère, on n'a pas tant de choses que ça à lui proposer, et que chez le BPCO sévère, enfin en tout cas qui a un VEMS inférieur à 50%, on va lui proposer des corticoïdes inhalés et pas à dose d'éléphant. Donc on peut très bien lui proposer du Seretide 500 ou du Seretide 250, une bouffée matin et soir, par exemple. Hein, allez pas lui mettre jusqu'à 1000 de corticoïdes inhalés matin et soir. Ou pour le Symbicort 400, vous n'allez pas lui mettre 2 bouffées matin et soir. Par exemple, vous choisissez le 200, une bouffée matin et soir. Et si vous êtes en bout de course, vous ne savez pas quoi faire d'autre, vous mettez 2 bouffées, par exemple, ou vous passez à du 400. Mais ça ne va pas changer grand-chose fondamentalement des doses inhalées de corticoïdes très élevées.